Je me tenais dans notre chambre ensoleillée, le matin de notre 25e anniversaire de mariage. L'odeur du café frais montait de la cuisine en bas. Une lumière dorée se déversait par les hautes fenêtres, captant les particules de poussière, qui dansaient dans l'air comme de minuscules souvenirs. 25 ans. Il me semblait incroyable de voir à quelle vitesse le temps s'était écoulé, et à quel point Daniel avait été constant à travers tout cela. Les bonnes années, les difficiles, ces mardis ordinaires qui, d'une certaine manière, étaient devenus le fondement de notre vie commune. Je me suis souri en préparant ces vêtements, imaginant déjà le gala de ce soir, le quatuor à cordes, les tables éclairées aux bougies, nos amis et notre famille levant leurs verres à un mariage qui avait vraiment résisté à l'épreuve du temps. Daniel avait toujours été soucieux de son apparence, mais ce jour-là, il était insistant d'une manière qui me surprit. « Jette le vieux smoking, Margaret », cria-t-il depuis la salle de bain où il se rasait. « J'en ai commandé un nouveau. Il sera livré cet après-midi. Il n'y a aucune raison de s'accrocher aux reliques. » J'ai ri doucement, passant ma main sur le tissu noir usé de son vieux costume, qui pendait dans le placard. Il avait connu des jours meilleurs, les revers étaient légèrement brillants à force d'être portés. L'ourlet d'une jambe de pantalon avait été réparé 2 fois, après le mariage de notre fille. Mais il contenait des souvenirs, nos dîners d'anniversaire, des événements caritatifs, la nuit où il avait reçu sa promotion, ce qui avait tout changé financièrement pour nous. Pourtant, s'il voulait du neuf, je n'allais pas discuter. Un quart de siècle méritait de nouveaux départs. J'ai descendu le costume jusqu'au vestiaire, où des sacs de dons attendaient. Cependant, avant de le ranger, l'habitude a pris le dessus. Daniel m'avait toujours taquiné à propos de mon rituel de vérification des poches, m'assurant que rien d'important ne soit perdu au lavage ou donné par erreur. J'ai d'abord glissé mes doigts dans les poches extérieures. Rien que des peluches, puis la poche intérieure de la poitrine, vide. Enfin, la poche cachée. Ce petit compartiment astucieux, cousu dans la doublure près de la taille, que la plupart des tailleurs ajoutaient à l'époque pour les secrets des gentlemen. Mes doigts ont effleuré quelque chose de frais et de métallique. Je l'ai sorti lentement. Une vieille clé en laiton, ternie par le temps, était attachée à une étiquette en papier délavé par une ficelle fine. L'écriture sur l'étiquette était indubitablement celle de Daniel, nette, légèrement penchée vers la droite, la façon dont il écrivait avant que l'arthrite ne commence à s'insinuer dans ses mains. Une adresse, 1427 Maple Ridge Lane. Une date, 17 mars 2001. Rien d'autre. Pas d'explication, pas d'étiquette, aucun indice de ce que cela pouvait ouvrir. Je l'ai regardé longuement. La clé était maintenant chaude dans ma paume. 25 ans de mariage, et je pensais connaître les moindres recoins de la vie de mon mari. Nous avions construit cette maison ensemble, élevé 2 enfants, enterré ses parents et ma mère. Nous partagions des comptes bancaires, des mots de passe, des inquiétudes nocturnes concernant la retraite et la santé. Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? J'ai entendu ses pas dans l'escalier et j'ai rapidement glissé la clé dans mon sac à main, posé sur le comptoir, puis j'ai plié le costume dans le sac de dons comme si de rien n'était. Quand Daniel est entré dans la cuisine, fraîchement rasé et sentant son après-rasage familier, j'ai gardé une voix légère. « Chérie, j'ai trouvé ceci dans ton vieux costume », ai-je dit d'un ton désinvolte, brandissant l'étiquette vide que j'avais détachée. Une idée de ce à quoi cela correspond ? Une vieille unité de stockage ou quelque chose comme ça ? Il s'est figé juste une demi-seconde, à peine perceptible si je n'avais pas observé son visage de si près, après toutes ces années. Ses yeux bleus ont vacillé, les rides de rire autour d'eux se sont resserrées. Puis il s'est repris avec un rire chaleureux, le même rire facile qui m'avait séduite lors de notre premier rendez-vous. « Juste un vieux garde-meuble d'il y a longtemps », a-t-il dit en se versant du café. Rien d'important. Je n'y ai pas pensé depuis des années. Jette-le avec le costume, chérie. Aujourd'hui, c'est de nous qu'il s'agit, pas de vieilles choses. Il a immédiatement changé de sujet, parlant des fleurs qu'il avait commandées pour la table du gala, et de la question de savoir si notre fils arriverait à temps de Chicago. J'ai hoché la tête en souriant, mais cette minuscule hésitation refusait de quitter mon esprit. Elle s'y était logée comme une écharde, petite, irritante, impossible à ignorer. Daniel n'avait jamais été un bon menteur.
Pas avec moi. Plus tard ce matin-là, après qu'il soit parti chercher son nouveau smoking, je me suis assise à la table de la cuisine, mon thé refroidissant. La clé pesait lourd dans mon sac. J'aurais dû la mettre dans le sac de don avec le costume. J'aurais dû lui faire confiance. Mais quelque chose, un instinct silencieux qui avait gardé notre mariage honnête pendant 25 ans, me disait le contraire. J'ai laissé la clé là où elle était. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Je me suis fait coiffer, j'ai récupéré la robe que j'avais gardée pendant des mois, un vert émeraude profond dont Daniel disait toujours qu'il faisait ressortir mes yeux. Notre fille a appelé pour confirmer qu'elle serait là avec les petits-enfants. Tout semblait parfait, comme les célébrations d'anniversaire devraient l'être. Pourtant, alors que je fermais la housse de ma robe, mon esprit ne cessait de revenir à cette clé en laiton, et à l'adresse que j'avais déjà mémorisée, 1427 Maple Ridge Lane. En soirée, quand Daniel est revenu, élégant dans son nouveau smoking impeccable, j'ai repoussé ses pensées. Nous avons dansé dans le salon sur notre vieille chanson avant de partir, sa main ferme sur ma taille, comme toujours. Il m'a embrassé le front et a murmuré, 25 ans, Maggie. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je l'ai cru. Je le crois toujours. Mais cette nuit-là, tandis que les lumières du gala scintillaient et que les toasts retentissaient, je sentais le contour de la clé à travers mon petit sac de soirée. Elle était là, à m'attendre. Le lendemain matin, Daniel est parti tôt pour un voyage d'affaires en ville. Une réunion avec d'anciens clients qu'il n'avait pas pu reporter, même pour notre week-end d'anniversaire. Il m'a embrassé à la porte, son nouveau smoking déjà rangé, et a promis qu'il serait rentré pour le dîner du lendemain. Repose-toi bien, Maggie. Tu le mérites, après la nuit dernière, a-t-il dit avec son sourire familier. J'ai salué depuis le porche, jusqu'à ce que sa voiture disparaisse dans notre rue tranquille, puis je suis restée là un long moment, l'air du matin frais sur ma peau. Je n'avais pas bien dormi. La clé avait brûlé un trou dans mes pensées toute la nuit. À 6h30, tasse de café à la main, le doute me rongeant l'estomac, j'ai pris ma décision. J'ai attrapé mon sac à main, tapé l'adresse dans le GPS de mon téléphone, et je suis partie avant de pouvoir me rétracter. Ce n'était qu'à 40 minutes de route de la ville, assez loin pour se sentir dans un autre monde, mais assez proche pour que ce ne soit pas un simple garde-meuble. L'autoroute a cédé la place à des routes de campagne sinueuses, bordées de vieux chênes et de clôtures recouvertes de lierre sauvage. Maple Ridge Lane est apparue sur ma droite, une rue étroite et ombragée par des arbres, qui semblaient appartenir à une autre époque. Le numéro 1427 se trouvait au bout de l'allée, en retrait de la route, derrière un portail en fer forgé, qui était légèrement entrouvert. Mon cœur battait plus vite alors que je me garais sur l'accotement en gravier. Ce n'était pas un garde-meuble, loin de là. Devant moi s'élevait une gracieuse vieille maison victorienne, de 3 étages, avec un revêtement en planches de bois blanc délavé, un porche enveloppant, et une tourelle qui captait la lumière du matin. Le genre de maison que les gens en ville appelaient « historique » et rêvaient de restaurer. Des rideaux de dentelle pendaient aux fenêtres, et un petit jardin à l'avant montrait des signes de soins récents, des roses taillées avec soin, du paillis frais autour des plantes vivaces. Un chariot d'enfants rouge était renversé sur le côté, près des marches. Mes mains tremblaient alors que j'approchais de la porte d'entrée. La clé en laiton a glissé dans la serrure avec un léger clic, comme si elle attendait ce moment précis. La porte s'est ouverte sur des gonds bien huilés. Je suis entrée et j'ai été immédiatement enveloppée par l'odeur de lavande et de bois poli. Le hall était sombre, mais accueillant, avec une horloge grand-père qui tic-taquait régulièrement dans le coin. Tout semblait habité, figé dans le temps, mais pas abandonné. Une pile de courriers se trouvait sur la table du hall, des catalogues et des factures adressées à des personnes que je ne reconnaissais pas. Je n'y ai pas touché. Je me suis aventurée plus profondément dans la maison, mes pas résonnant doucement sur les parquets en bois dur. Le salon était confortable, avec des canapés moelleux disposés autour d'une cheminée en pierre. Sur la cheminée, des photographies de famille dans des cadres argentés. J'en ai pris une, un petit garçon, peut-être 6 ou 7 ans, avec des boucles foncées et un sourire édenté, brandissant un dessin d'une famille de bonhommes allumettes. Une autre montrait le même garçon,
quelques années plus âgé, soufflant ses bougies d'anniversaire. Des fleurs fraîches, des marguerites et des lys, se trouvaient dans un vase en cristal sur la table basse, leurs pétales encore perlés de rosée. Quelqu'un était passé ici récemment. Très récemment, mon pouls s'est accéléré. Où était Daniel dans tout cela? J'ai cherché le moindre signe de lui. Des vêtements dans les placards, sa marque de café préférée dans la cuisine, une paire de lunettes de lecture familière. Rien. La cuisine contenait des plats séchants sur l'égouttoir, un carton de lait à moitié vide dans le réfrigérateur, avec une date de péremption récente. À l'étage, les chambres étaient rangées. L'une d'elles appartenait clairement au garçon, des maquettes d'avions accrochées au plafond, des livres sur les dinosaures sur les étagères. Une paire de petites baskets près du lit. Mais il n'y avait aucun signe de mon mari. Pas de rasoir dans la salle de bain. Pas de costume dans l'armoire. Le soulagement se mêlait à la confusion. Peut-être n'était-ce vraiment qu'un vieil arrangement de stockage qui avait mal tourné. Peut-être avait-il aidé un ami ou un lointain parent. Puis je suis entré dans le petit bureau attenant à la chambre principale. Les murs ici étaient tapissés de plus de photographies, des dizaines. J'ai allumé la lampe de bureau, et c'est là que la terreur m'a frappé. Chaque cadre photo de la pièce avait été retourné face contre terre, avec soin, délibérément, comme si quelqu'un voulait cacher les visages de la vue ou de la mémoire. Mon souffle s'est coupé. J'ai tendu la main vers le plus proche et je l'ai retourné. Un jeune couple riant sur une plage. Pas Daniel. Un autre, le petit garçon, encore, plus âgé maintenant, à un récital de piano. J'ai retourné cadre après cadre, mes mains devenant froides. Tous des inconnus, tous soigneusement cachés, sauf un. Il se tenait seul sur le bureau, face vers le haut, comme s'il me défiait de regarder. Mon mari, beaucoup plus jeune, ses cheveux encore épais et foncés, souriait largement sous le soleil. Il avait son bras autour d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était jolie, avec des yeux marron chauds et un sourire doux, sa tête penchée contre son épaule. Entre eux, le petit garçon des autres photos, pas plus de 4 ans, tenant un camion jouet. Ils avaient l'air heureux, comme une famille. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La date au dos était 2001, la même année que l'étiquette sur la clé. Le bras de Daniel était protecteur autour de la femme. Le garçon le regardait avec une adoration pure. La pièce semblait basculer. Je me suis effondré sur la chaise de bureau, la photo toujours serrée dans ma main. Qui était cette femme? Qui était cet enfant? Et pourquoi Daniel m'avait-il caché cette maison, cette vie entière, pendant 25 ans? Une lame de plancher a craqué quelque part à l'étage. Je me suis figé, écoutant. La maison était de nouveau silencieuse, mais la sensation d'être observée s'est abattue sur moi comme une lourde couverture. Des fleurs fraîches, du courrier récent, des photos retournées. Quelqu'un entretenait cet endroit. Quelqu'un vivait ici. J'ai soigneusement remis la photographie exactement comme je l'avais trouvée, et j'ai essuyé mes empreintes digitales du cadre avec le bord de ma manche. Mes jambes étaient chancelantes alors que je redescendais et sortais par la porte d'entrée, que je verrouillais derrière moi avec la clé en laiton. Le trajet de retour s'est déroulé dans un brouillard. Je continuais à voir cette image, le sourire de Daniel, la femme inconnue, le petit garçon qui l'appelait d'un nom que je ne pouvais supporter d'imaginer. Au moment où je me suis garé dans notre allée, mon esprit était en ébullition avec des questions et une peur glaciale grandissante. Ce n'était pas juste une autre femme. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que Daniel avait enterré si complètement que même moi, sa femme depuis 25 ans, n'avais jamais soupçonné son existence. J'ai glissé la clé dans mon sac et suis entré dans notre maison familière. Tout semblait identique. Les photos de famille sur nos murs ne montrant que nous 4, les fleurs d'anniversaire qu'il m'avait envoyées fleurissant toujours sur la table. Mais rien ne semblait pareil. Daniel serait à la maison demain. Et pour la première fois de notre mariage, je n'étais pas sûre de vouloir entendre ses explications. Je n'ai pas confronté Daniel quand il est rentré le lendemain soir. Quelque chose de plus profond que la colère ou la jalousie me retenait, une détermination froide et tranquille à comprendre, avant que tout ne se brise.
25 ans m'avaient appris que certaines vérités doivent être abordées avec prudence, comme on manipule du verre fragile. Un faux pas, et cela nous couperait tous les deux. Au lieu de cela, pendant qu'il défaisait ses bagages et me parlait de ses réunions, j'ai souri et hoché la tête, lui posant des questions sur la circulation et s'il avait mangé. À l'intérieur, mon esprit élaborait déjà les prochaines étapes. Le lendemain matin, après qu'il soit parti pour sa partie de golf habituelle avec des amis, je me suis rendue au bureau des archives du comté. La greffière était gentille, une femme de mon âge, qui comprenait le regard d'une épouse cherchant des réponses. Les registres de propriété publique étaient assez faciles d'accès. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. La maison victorienne du 1427 Maple Ridge Lane n'appartenait pas à Daniel. Elle appartenait à une fiducie, le Evergreen Family Trust, établi il y a 22 ans. Mars 2001, le même mois que la date sur l'étiquette de la clé. La même année où l'entreprise de conseil de Daniel avait soudainement décollé, nous apportant la sécurité financière dont nous n'avions fait que rêver auparavant. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking, fixant les documents imprimés jusqu'à ce que les mots se brouillent. 22 ans. Nos enfants étaient jeunes à l'époque. Nous venions d'acheter notre première vraie maison. Daniel avait travaillé tard le soir, beaucoup voyagé, et était rentré épuisé, mais triomphant. Les choses s'arrangent enfin, Maggie, disait-il, en m'embrassant le sommet de la tête. J'avais été si fière de lui. Maintenant, ce succès me semblait entaché. J'avais besoin de plus. Par l'intermédiaire d'une vieille amie d'église, j'ai obtenu le nom d'un avocat à la retraite, spécialisé dans les fiducies et les successions. Harold Whitmore, 78 ans, toujours aussi vif. Il a accepté de me rencontrer dans un café tranquille en périphérie de la ville, l'après-midi suivant. Monsieur Whittaker a écouté sans interruption tandis que je lui racontais ce que je savais, omettant le nom de Daniel au début. Quand j'ai finalement mentionné la fiducie et les paiements en espèces, ses sourcils broussailleux se sont levés. Quelqu'un paie fidèlement les impôts fonciers de cette maison depuis plus de 2 décennies, a-t-il confirmé, en remuant du sucre dans son café. Toujours en espèces, déposé en personne ou par courrier recommandé, sans adresse de retour. La fiducie est structurée pour être presque impénétrable, bénéficiaire protégé, divulgation publique limitée. Inhabituel pour une propriété résidentielle. Ça sent que quelqu'un voulait cacher quelque chose, ou, plus probablement, quelqu'un. Il s'est penché en avant. Madame Harrov, d'après mon expérience, des fiducies comme celle-ci sont créées pour protéger des personnes vulnérables ou pour enterrer des secrets. Vous êtes sûr que votre mari n'en sait rien ? Je n'ai pas répondu directement. Je l'ai remercié et j'ai laissé un généreux pourboire pour son temps. Quand je suis rentrée à la maison, Daniel était déjà là. Il m'a salué avec sa chaleur habituelle, mais quelque chose clochait. Ses yeux continuaient de se diriger vers le vestiaire, où se trouvaient les sacs de dons. Le vieux costume, a-t-il dit nonchalamment pendant le dîner. Tu l'as déjà déposé ? Oui, ai-je menti sans hésiter, en lui tendant la salade. Pourquoi ? Tu as oublié quelque chose dans les poches ? Il a haussé les épaules, mais sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Non, juste pour m'assurer. Tu sais comment je suis avec les vieilles choses. Cette nuit-là, je l'ai entendu se déplacer en bas, après que je sois allé me coucher. Des tiroirs s'ouvrant, des placards fouillés. Le lendemain matin, il a posé des questions étranges et détournées. Étais-je allé quelque part de nouveau hier ? Avais-je besoin d'aide pour des courses ? Tout allait-il bien entre nous ? J'ai fait comme si tout était normal. J'ai ri de ses blagues, planifié notre prochaine escapade de week-end, et l'ai embrassé quand il est parti pour le bureau. Mais chaque fois qu'il avait le dos tourné, je l'observais. La façon dont ses épaules se tendaient, les nouvelles rides d'inquiétude autour de ses yeux. J'ai poursuivi ma discrète enquête les jours suivants. Les recherches en ligne pour le nom de la fiducie n'ont rien donné d'utile. J'ai repassé devant la maison une fois de plus, à distance. Il y avait une voiture dans l'allée cette fois-ci, une berline d'un modèle plus ancien. Aucune plaque d'immatriculation n'était visible de là où j'étais assise. Je n'osais pas m'approcher davantage. La nervosité de Daniel augmentait.
Il a commencé à vérifier son téléphone plus souvent. Un soir, je l'ai surpris à fixer les photos de famille sur notre cheminée, son expression illisible. Quand j'ai demandé si quelque chose n'allait pas, il m'a serré dans ses bras avec une étreinte qui semblait presque désespérée. Juste reconnaissant pour toi, Maggie. Pour tout cela, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je l'ai serré en retour, ma joue contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, le même cœur auquel j'avais fait entièrement confiance pendant un quart de siècle. Mais maintenant, je savais qu'il cachait bien plus qu'une autre femme. Ce n'était pas une simple aventure ou une crise de la quarantaine. La fiducie, les paiements en espèces, la maison soigneusement entretenue avec ses photographies retournées. Cela parlait de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui avait commencé avant même que notre mariage n'ait pleinement pris racine. Cette nuit-là, alors que Daniel dormait à côté de moi, je suis restée éveillée, fixant le plafond. La clé en laiton était cachée dans ma boîte à bijoux, maintenant glissée sous les perles de ma mère. J'ai pensé au petit garçon sur la photo, à la femme au sourire doux, aux fleurs fraîches, et à une maison qui ne devrait pas exister. Quelle que soit la promesse que Daniel avait faite toutes ces années auparavant, elle lui avait coûté quelque chose de profond. Et maintenant, qu'il le veuille ou non, cela commençait à me coûter aussi. Je devais connaître le reste, même si cela brisait tout ce que nous avions construit. 3 jours plus tard, Daniel étant de nouveau parti pour un voyage d'une nuit, je suis retournée à Maple Ridge Lane. Mes mains serraient le volant si fort que mes phalanges sont devenues blanches. La clé était comme une braise ardente dans mon sac. J'avais répété une douzaine de discours différents dans ma tête, des confrontations, des accusations, des suppliques pour l'honnêteté. Mais quand je me suis arrêtée devant la maison victorienne, tout cela s'est dissous. Cette fois, la porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Une femme âgée se tenait là, peut-être vers la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon soigné, et des yeux doux mais fatigués derrière des lunettes à monture métallique. Elle portait un simple cardigan lavande sur une robe fleurie. Elle m'a regardé longuement, comme si elle s'attendait à cette visite depuis des années. Je me demandais quand vous nous trouveriez enfin, a-t-elle dit doucement. Sa voix était douce, cultivée, avec la cadence délicate de quelqu'un qui avait autrefois lu de la poésie à voix haute. Elle s'est écartée et a tenu la porte plus grande. « Entrez, Margaret, je vous en prie. Vous devez avoir tant de questions. » J'ai hésité une seule seconde avant de franchir le seuil. La maison sentait la même lavande et le même bois poli, mais maintenant elle semblait vivante d'une manière différente. La femme âgée m'a conduite au salon et a fait un geste vers le canapé, où les fleurs fraîches fleurissaient toujours. « Je suis Eleanor, a-t-elle dit, s'installant dans un fauteuil en face de moi. Eleanor Whittaker. Et oui, avant que vous ne demandiez, j'ai été le premier amour de Daniel, il y a de très nombreuses années. Mon estomac s'est tordu. J'étais préparée à cela, mais l'entendre à voix haute faisait toujours mal. Elle a dû le voir sur mon visage, car elle a levé une main doucement. Mais je n'ai jamais été sa maîtresse. Pas de la façon dont vous le pensez. Daniel et moi étions très jeunes, à peine 20 ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous pensions que le monde était à nous. Puis la vie est intervenue de la manière la plus cruelle possible. Les yeux d'Eleanor se sont posés sur la cheminée, où les photographies étaient toujours retournées, à l'exception de celles que j'avais déjà vues. Elle n'a pas proposé de les retourner. Il y a des années, Daniel a fait une promesse qui a détruit de multiples vies, a-t-elle poursuivi, y compris la sienne, d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. L'accident s'est produit au printemps 2001, un accident de voiture mortel sur l'ancienne route départementale. Plusieurs familles ont été déchirées cette nuit-là. Daniel n'était pas au volant. Il n'était même pas dans la voiture, mais il a été témoin de choses que personne ne devrait jamais avoir à voir, et il a choisi de protéger les innocents. Elle a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je me suis penchée en avant, respirant à peine. Le petit garçon sur la photographie, son nom est Thomas. Il n'est pas le fils de Daniel. C'est mon petit-fils. Mon mari, le grand-père de Thomas, et moi avons perdu notre unique fille et son mari dans cet accident. Thomas a été le seul survivant, extrait de l'épave par des inconnus, avant que le feu ne consume tout.
Il n'avait que 4 ans. La voix d'Eleanor est restée stable, mais ses yeux brillaient. Daniel a été le premier intervenant sur les lieux cette nuit-là, hors service, rentrant d'une réunion tardive. Il est resté avec Thomas, le protégeant de l'horreur, lui parlant jusqu'à l'arrivée des secours. Dans le chaos qui a suivi, des questions ont surgi sur qui était réellement en faute. Des personnes puissantes étaient impliquées. Daniel a vu une occasion de protéger un enfant qui avait tout perdu. Il a fait un serment à mon mari, avant qu'il ne décède quelques années plus tard. Il s'assurerait que Thomas soit pris en charge, caché de ceux qui pourraient chercher à faire taire la vérité, et qu'il ait une chance de vivre une vie normale. Elle s'est levée lentement et s'est dirigée vers un petit bureau d'écriture dans le coin. Du tiroir, elle a sorti une épaisse enveloppe scellée, jaunie par l'âge. Sur le devant, d'une écriture soignée, il y avait les mots « Pour l'épouse de Daniel seulement, quand elle trouvera cette maison ». Mon mari m'a dit de ne donner ceci qu'à la femme de Daniel, a dit Eleanor, en me plaçant l'enveloppe dans les mains. Il croyait que si jamais vous découvriez la vérité par vous-même, cela signifierait que le moment était venu. Daniel a honoré sa promesse pendant 25 ans, payant les impôts en espèces, entretenant cette maison comme un refuge sûr, veillant sur Thomas à distance, sans jamais le revendiquer comme le sien. Il rend visite quand il le peut, toujours avec prudence. Le garçon, maintenant un jeune homme, connaît Daniel comme un ami de la famille, rien de plus. J'ai serré l'enveloppe, la gorge nouée. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit? Eleanor a souri tristement. Parce que le révéler aurait tout risqué, la dissimulation, le véritable coupable. C'était plus grand qu'une seule famille. Daniel a porté ce fardeau seul, afin que vous et vos enfants puissiez vivre sans crainte. Il vous aime, Margaret, plus que vous ne le croyez peut-être en ce moment. J'ai quitté la maison, l'enveloppe non ouverte dans mon sac, et plus de questions que de réponses tourbillonnaient dans mon esprit. Qui était vraiment responsable de l'accident? Quelle preuve cette enveloppe contenait-elle? Et comment mon mari stable et fiable avait-il vécu avec un secret aussi monumental pendant tout notre mariage? Alors que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, vers la maison victorienne dans le rétroviseur. Eleanor se tenait sur le porche, me regardant partir. Pour la première fois, la maison ne ressemblait pas à une menace. Elle ressemblait à un sanctuaire que mon mari avait gardé avec son silence. Mais le silence, j'apprenais, avait un coût, et je n'étais pas sûr que notre mariage puisse le supporter beaucoup plus longtemps, sans que la vérité ne vienne enfin à la lumière. Ce soir-là, quand Daniel est rentré à la maison, je l'attendais à la table de la cuisine. L'enveloppe scellée d'Eleanor reposait devant moi, toujours non ouverte. La maison était silencieuse. Pas de musique, pas de télévision, juste le tic-tac de l'horloge, et le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre nous. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a su. Ses épaules se sont affaissées, l'homme confiant que j'avais épousé semblant vieillir de 10 ans en un seul instant. Il s'est assis en face de moi sans un mot, ses mains serrées l'une contre l'autre. Margaret, sa voix s'est brisée. Combien en sais-tu? Assez, ai-je dit doucement. Je suis allée à la maison. J'ai rencontré Eleanor. J'ai vu la photographie. Et j'ai ceci. J'ai fait glisser l'enveloppe vers lui. Il l'a regardé longtemps, les larmes lui montant aux yeux. Mon Daniel fort et constant, l'homme qui avait maintenu notre famille unie à travers toutes les tempêtes, s'est effondré là, à notre table de cuisine. Il a couvert son visage de ses mains et a pleuré d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Des sanglots profonds et déchirants, qui secouaient tout son corps. « Je n'ai jamais voulu que tu portes ça », a-t-il murmuré quand il a enfin pu parler. « Dieu me pardonne, Maggie. Je pensais que si je le gardais assez profondément enfoui, cela ne t'atteindrait jamais. » Il a tendu la main vers les miennes, de l'autre côté de la table, et je l'ai laissé les prendre. Ses paumes étaient froides. Il y a 25 ans, en mars 2001, il y a eu un accident mortel sur l'ancienne route départementale. 3 voitures impliquées. 4 personnes sont mortes. L'une d'elles était la fille d'Eleanor et son mari. Leur petit garçon, Thomas, a survécu par miracle. Je rentrais d'une réunion cette nuit-là. Je suis arrivée sur les lieux quelques minutes après que cela se soit produit.
Le conducteur de la troisième voiture, celui qui l'avait causé, était un jeune homme issu d'une famille locale très puissante. Son père était un juge, bien connecté, le genre d'homme qui pouvait faire disparaître les problèmes. Le garçon conduisait en état d'ébriété, à grande vitesse, et il a percuté l'autre voiture de plein fouet, mais dans le chaos, les preuves ont été altérées. Les déclarations ont été modifiées. La famille a utilisé son influence pour rejeter la faute sur l'une des victimes qui n'a pas survécu. Il n'était pas coupable, a expliqué Daniel, mais il avait vu la vérité. Par la suite, à l'arrivée des services d'urgence, il a pris une décision en une fraction de seconde. Il a protégé la famille innocente survivante, en aidant à dissimuler leurs liens avec l'affaire, assurant que Thomas puisse grandir sans devenir une cible pour ceux qui voulaient que la vraie histoire soit enterrée à jamais. La fiducie a été créée avec l'aide d'avocats bienveillants. La maison est devenue un refuge sûr. Daniel a payé les impôts anonymement, en espèces, et a veillé sur eux discrètement au fil des décennies. J'ai fait une promesse au mari d'Éléanore sur son lit de mort, a dit Daniel, sa voix tremblante. De veiller sur Thomas, de m'assurer que la vérité éclaterait un jour, quand ce serait sûr. Mais le révéler trop tôt aurait détruit des vies, la nôtre incluse. La famille puissante est toujours influente. Ils auraient pu s'en prendre à nous, à nos enfants. Je ne pouvais pas risquer ça, Maggie. Alors, je l'ai porté seule. La clé. C'était le dernier rappel physique de cette promesse. Je l'ai gardée cachée parce que la jeter aurait été comme rompre ma parole. J'ai finalement ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient d'anciennes photographies de la scène de l'accident, des copies de rapports de police originaux avec des divergences soulignées, une déclaration manuscrite d'un témoin qui avait été réduit au silence, et une lettre du mari d'Éléanore détaillant la dissimulation. Des preuves qu'une personne puissante, probablement le juge lui-même, avait orchestré la falsification. Daniel m'a regardé lire, les larmes coulant toujours sur son visage. Je suis devenu financièrement prospère parce que j'ai tout mis en œuvre pour construire quelque chose de stable pour nous, tout en soutenant secrètement la fiducie. Chaque nuit tardive, chaque voyage supplémentaire, une partie de cela était pour ça. Je détestais te mentir, mais je pensais que c'était le seul moyen de te garder en sécurité et heureuse. Nous sommes restés assis ensemble pendant des heures cette nuit-là. J'ai pleuré aussi pour le jeune homme qu'il avait été, plongé dans un choix impossible, pour le fardeau qu'il avait porté seul, pour la famille qui avait tant perdu. La maison cachée n'était pas un nid d'amour secret, ni une seconde vie. C'était un sanctuaire que mon mari avait entretenu par un honneur silencieux et obstiné. Au moment où le soleil s'est levé, quelque chose avait changé entre nous. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, avait finalement comblé le fossé que le secret avait créé. Daniel n'était pas parfait. Il avait fait des choix qui m'avaient profondément blessé. Mais il l'avait fait par amour et par un sens du devoir profondément ancré. Je suis tellement désolée, Maggie, a-t-il murmuré alors que nous nous tenions l'un l'autre dans la lumière du petit matin. Pour toutes les années où je t'ai gardé dans l'ignorance. J'ai embrassé son front. Nous affrontions le reste ensemble maintenant. Plus de cachette. L'enveloppe gisait ouverte entre nous, la preuve qui pourrait enfin apporter la justice après 25 longues années. La clé de la maison avait fait son travail. Elle avait déverrouillé bien plus qu'une vieille porte victorienne. Elle avait déverrouillé la vérité que Daniel n'aurait jamais cru pouvoir partager. Dans les semaines qui ont suivi, Daniel et moi avons pris une décision ensemble. Plus de secrets. Nous exposerions la vérité, quel qu'en soit le prix. Nous avons engagé un avocat d'enquête respecté et avons discrètement rouvert les anciens dossiers judiciaires de 2001. Ce qui a suivi a été une tempête de paperasse, d'interviews, et une attention médiatique prudente. Les preuves contenues dans l'enveloppe se sont avérées décisives, des divergences dans les rapports originaux, des déclarations de témoins qui avaient été supprimées, et des liens clairs avec la famille puissante qui avait orchestré la dissimulation. Le véritable criminel, le jeune homme qui avait conduit en état d'ébriété cette nuit-là, a finalement été identifié et tenu responsable, après des décennies. Son père, le juge, était décédé des années auparavant, mais la réputation de la famille s'est effondrée sous le poids du scandale. Ce ne fut pas facile.
Il y a eu des appels menaçants et des nuits blanches, mais nous les avons affrontés côte à côte. Pour la première fois en 25 ans, Daniel a dormi paisiblement, ne portant plus le fardeau seul. La famille survivante, Eleanor et Thomas, maintenant un jeune homme réfléchi de 29 ans, et leurs parents éloignés, ont finalement obtenu justice. Thomas nous a rencontrés un après-midi à la maison victorienne. Il a embrassé Daniel comme la figure paternelle qu'il avait été silencieusement toutes ces années. Merci, a-t-il dit simplement, pour tout. Nous avons vendu la maison cachée. Les bénéfices, ainsi qu'une donation substantielle de nos propres économies, ont servi à établir une fondation pour enfants, en mémoire de ceux perdus dans l'accident. Elle fournirait un soutien aux familles touchées par les accidents de la route dus à l'alcool et aiderait les enfants orphelins à trouver des foyers sûrs et aimants. La maison victorienne de Maple Ridge Lane deviendrait un centre de ressources communautaires. Ses portes se sont enfin ouvertes à la lumière, au lieu de se cacher dans l'ombre. Notre gala du 25e anniversaire avait été reporté. Bien sûr, nous avons célébré à la place un soir tranquille, 6 semaines plus tard, rien que nous deux, dans notre restaurant de bord de mer préféré. L'océan scintillait sous le soleil couchant, alors que nous étions assis à une table éclairée aux bougies, surplombant les vagues. Daniel était élégant dans son nouveau smoking. J'ai porté de nouveau la robe émeraude. Nous avons dansé lentement sur notre chanson, nous tenant l'un l'autre étroitement. Après le dessert, Daniel a fouillé dans sa poche et a posé la vieille clé en laiton sur la table, entre nous. Elle paraissait plus petite, d'une certaine manière moins mystérieuse, maintenant que ses secrets avaient été révélés. Elle n'ouvre plus une maison, a-t-il dit doucement, ses yeux remplis d'amour, de regret et de gratitude. Elle a ouvert la vérité et elle m'a ramené à toi pleinement cette fois-ci. J'ai ramassé la clé, sentant son poids familier une dernière fois. Nous sommes descendus main dans la main jusqu'à la plage après le dîner. Le sable était frais sous nos pieds, les vagues douces. J'ai armé mon bras et j'ai jeté la clé aussi loin que possible dans l'océan. Elle a scintillé une fois au clair de lune, avant de disparaître sous l'eau. Je ne l'ai pas jetée parce que je voulais oublier. Je l'ai jetée parce que, pour la première fois en 25 ans, aucun de nous n'avait plus rien à cacher. La promesse que Daniel avait faite avait été honorée. La vérité avait été dite, et notre mariage, éprouvé, marqué, mais finalement plus fort, se tenait prêt pour tout ce qui allait suivre. Alors que nous remontions la plage, Daniel m'a serré contre lui. Joyeux anniversaire, Maggie. Je t'aime plus aujourd'hui qu'hier. J'ai levé les yeux vers lui en souriant, l'homme que j'avais choisi, et que je choisirai encore chaque jour. Et je t'aime, tout de toi. Le bon, le difficile, les parties que tu as tant essayé de me protéger. Les étoiles sont apparues au-dessus de nos têtes alors que nous rentrions à la maison. Derrière nous, l'océan gardait son nouveau secret. Devant nous s'étendait le reste de nos vies, portes grandes ouvertes. Plus de pièces cachées, ni de photographies retournées. Nous avions franchi la dernière porte ensemble, et de l'autre côté, il y avait simplement